Bonjour à tous, bienvenue au Planétarium de Nantes. Merci de nous accompagner pour l'heure qui va suivre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de quoi déjà? C'est Vincent dit, Vincent dit, il est en dessous. Salut Vincent. Salut Daniel, salut tout le monde. On va parler du ciel, on va parler du ciel étoilé, on va parler des étoiles du ciel qu'on peut voir le soir. Daniel, par contre, t'es complètement figé, c'est bizarre. Ah, Voilà, mais j'ai un je bon sais pas retour, ce a qui se priori passe. ça marche. Tu m'entends plus? D'accord, donc si je t'entends quand même, mais par contre la caméra est figée. Alors je sais pas, peut-être que La caméra est je ne sais figée. pas. Bon, Ouais, bah, si ouais, le ouais. son passe, c'est le principal. Ma bobine n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, Alors, je sais pas comment. Bon, ça marche pour pour le public. Tout va pour bien. ceux, pour ceux qui ne connaissent pas trop, je vous explique en 2 mots encore la façon dont ça se passe. Vous vous rappelez que pour vous rappeler, pas pour ceux qui connaissent pas, sur votre droite de votre écran, vous avez une zone blanche où c'est écrit sondage et questions. Donc, si vous allez dans les questions, eh bien, vous allez pouvoir les poser. S'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, n'hésitez pas à poser des questions. C'est moi qui m'occuperai des questions pendant que Vincent va vous expliquer tout ça. Et puis, de temps en temps, on lui coupera la parole pour essayer de poser des questions à tout le monde. Autrement, je parle tout le temps, donc. Voilà, c'est ça. Et puis, par contre, vous avez un onglet qui s'appelle sondage. Alors, si vous cliquez dessus, vous allez voir, c'est nous qui pouvons vous poser quelques questions. Alors, parce que vous êtes complètement anonyme, on n'a aucune info sur vous. Alors, on va publier un sondage. Le premier, c'est combien vous êtes derrière l'écran, parce qu'on ne peut pas savoir si vous êtes 2, 3, 4, 5, 10 à la maison, enfin derrière cet écran-là. Donc, ça nous permet de faire des ordres de grandeur, hein, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Et puis la deuxième, c'est un peu dans le même genre, mais c'est plutôt sur quelle tranche d'âge vous avez. Est-ce que ce sont plutôt les très jeunes qui nous suivent, peut-être les ados, peut-être les adultes, ou tout le monde en même temps. Ça nous permet de faire des statistiques, globalement. Mais rassurez-vous, on n'a pas d'infos sur vous et on ne veut pas en avoir. Par contre, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, bien sûr. Voilà, donc utilisez les sondages pour surveiller ce qui se passe et on fera des quiz via les sondages. On posera des petites questions, à vous de trouver la bonne réponse, ça va nous amuser un petit peu. Et puis voilà, je vais laisser la parole à… Ah oui, un dernier mot, bien sûr, nous sommes toujours en travaux dans le planétarium, on ne peut pas vous accueillir sur place et les travaux risquent de durer… On pensait avant l'été pouvoir ouvrir pour les 40 ans du planétarium, mais ça risque d'être un peu short. Alors peut-être que ça ne sera pas avant la rentrée de septembre, on ne sait pas trop. Alors surveillez quand même l'actualité. De toute façon, tant qu'on est en travaux, on vous proposera ces webinaires. Donc tous les mercredis à 14 heures. Et puis pendant les vacances scolaires qui vont bientôt arriver, eh bien ce sera carrément tous les jours à 14 heures également. Et puis de temps en temps, on fait un week-end, par exemple le week-end prochain, on couvre le week-end également. Et quelquefois, vous pouvez même choisir le thème qu'on pourrait aborder. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Même si vous regardez plusieurs fois le même sujet, n'hésitez pas parce qu'on est trois. Et puis, on peut évidemment présenter les choses d'une façon complètement différente. Vous apprendrez toujours des choses intéressantes, j'espère. Bon, écoute, j'ai assez parlé. Je vais vous laisser en compagnie de Vincent. Donc, je vais diminuer ma bobine. Non, c'est pas bon. Hop, c'est pas comme ça. Voilà. À toi, Vincent. Voilà, bonjour à tous, bienvenue à Domiti, à Camille, à Caroline, à Laetitia, à Mel, Maxence, Lucas, Carla, Nathalie, etc. Fanny, évidemment, qui est toujours là. J'ai vu qu'il y avait aussi, Florian qui a 8 ans. Bonjour Florian. Voilà, donc on va s'intéresser un petit peu tous ensemble au ciel de ce soir, par exemple, si on sort dehors ce soir et qu'il fait beau, ça c'est pas gagné, hein, mais on peut espérer voir le ciel, hein, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour. Daniel, tu as laissé ton micro. Donc voilà, on va regarder un petit peu, on va essayer de regarder les choses avec un logiciel qui s'appelle Stellarium et que vous pouvez retrouver assez facilement puisque c'est un logiciel qui est gratuit, qui est libre de droit. Vous pouvez le télécharger sur Internet, pas maintenant, hein, mais plus tard si vous voulez regarder un petit peu et retrouver les choses qu'on a pu dire. Et là, on voit le ciel tel qu'il est en ce moment, c'est-à-dire que, enfin, tel qu'il est en ce moment à Nantes, à condition d'enlever tous les nuages, hein, évidemment, puisque oui, c'est pas forcément toujours très beau. Mais là, vous voyez, si on regarde la date et l'heure, eh bien, on va se rendre compte, hop là, arrivé, tac. Voilà, on va voir que c'est bien la date d'aujourd'hui, on le voit là-haut, en haut de l'écran, et puis on a l'heure ici. Donc, il est 14h05. Voilà. Alors, évidemment, dans ce ciel, eh bien, si on est très attentif, on peut voir la Lune. Alors, attention,
si on est très attentif, si les conditions météo le permettent, si tout est bien réuni, on peut essayer de voir la Lune. Et la Lune, elle se trouve juste ici, en fait. C'est un très fin croissant. Et vous voyez que ce fin croissant, là, tout fin, hein, il est à peine visible ici. Je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran, hein, mais il est vraiment très fin. Et donc, si on avait voulu le voir, eh bien, il aurait fallu regarder le matin, puisque le soleil, du coup, n'était pas encore levé, que la Lune était déjà plus haut. On va regarder. Je te confirme, on voit pas. Hein. On voit pas le croissant. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Vous voyez, il est 14 heures ici. Il y a une heure, c'était 13 heures. Voilà. Et je reviens un petit peu en arrière. Et regardez, là, on va aller tourner un petit peu, aller du côté du sud-est, voire de l'est. Et regardez, ici, là, vous le voyez peut-être mieux le croissant. C'est peut-être pas évident encore, hein, remarque. Voilà. À 8 heures du matin, il n'était pas visible. Alors, est-ce que après, il s'est levé avant le soleil? Ben, c'est pas si évident que ça, hein. Effectivement, vous voyez, il est juste ici, là, le croissant. Hein, vous ne devez pas le voir forcément beaucoup non plus. Hein, on peut tricher un petit peu peut-être. Hop. Est-ce que si je fais comme ça, non, ça va pas marcher mieux. Non, voilà, quelquefois, on le voit entre 2 pixels, il se glisse. Voilà, d'accord. Bon, ok. Alors en tout cas, ben, ce qui nous intéresse, c'est le ciel de ce soir. Donc, je vais revenir ici face au voilà, au sud. Je l'ai passé, pardon. Voilà, je vais me remettre face au sud. Et puis on va laisser le temps s'écouler tranquillement. Alors, on va tricher un petit peu, on va augmenter la vitesse du temps. Et on va voir le soleil qui va se déplacer dans le ciel. Alors là, vous la voyez peut-être mieux, la Lune. On voit le petit croissant qui se déplace. Et puis, le soleil traverse le ciel. Il passe vers, vous voyez, vers midi, 13h, 14h. Il va passer ici vers du côté du sud à 13h, pardon. On a un décalage entre l'heure du soleil et la vraie heure, quoi, en quelque sorte. Et vous voyez ici, là, on est rendu à 15h50 et déjà la Lune va se coucher. Hein, la Lune, elle est ici et elle va se coucher. Donc, ça veut dire que la Lune, on ne pourra pas la voir cette nuit puisqu'elle se couche en même temps que le soleil et elle va se lever quasiment en même temps que le soleil aussi. Donc, cette nuit qui arrive ici est une nuit qui sera une nuit sans Lune. Alors la Lune, elle est toujours autour de la Terre, mais elle est visible ou pas, selon la façon dont elle est éclairée par le Soleil, selon sa position, on la voit ou on ne la voit pas. Donc, on dit que la Lune, c'est l'astre de la nuit, parce que c'est la nuit, c'est ce qu'on repère le plus quand la Lune est là, mais elle n'est pas toujours là, et de temps en temps, il faut faire sans la Lune, voilà, et ça va être le cas ce soir. Alors, on laisse le soleil descendre, et on arrive au moment du crépuscule, le moment où, vous voyez, où le ciel n'est pas encore complètement noir, mais déjà, on voit que la luminosité baisse et qu'au fur et à mesure, eh bien, on va voir des choses apparaître dans le ciel. Voilà, alors on peut essayer d'avancer un petit peu plus vite. Ici, hop, on va voir ce que ça donne. Voilà, le soleil descend sous l'horizon et petit à petit, on va commencer à voir des choses. Alors, on va se mettre du côté sud, encore une fois, hein, volontairement. Vous voyez, vous avez le sud, c'est marqué en bas ici, là. Hein, on a vu le soleil se coucher au sud-ouest ou à l'ouest. Hein, et donc, on va aller voir, on va voir ce qui se passe. Voilà. Alors non, il ne neige pas chez nous, pour ceux qui demandent. Hein. J'en profite. Je sais, il y a une nouvelle formule là où j'ai un écran sur le côté qui me permet de voir un petit peu les questions en même temps. Alors je ne promets pas que je pourrai répondre en même temps, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, ça avance pas vite, hein, on va attendre un petit peu plus, voilà, on va faire avancer les choses plus rapidement. Voilà, on est arrivé un peu plus tard, là, il est 19h à peu près, et donc on commence à bien voir les étoiles. Hein, donc, effectivement, ces étoiles commencent à être bien lumineuses, et on peut commencer à repérer des choses dans le ciel. Notamment, par exemple, si on regarde bien au sud, ici, hein, vous voyez, encore une fois, on est face au sud ici, eh bien, vous voyez, vous avez un point qui brille assez intensément là-haut, là. Ce point-là, eh bien, ce point-là, ça n'est pas une étoile, c'est une planète, c'est la planète Mars.
Hein, vous voyez la planète Mars qui est visible en ce moment dans le ciel. Et effectivement, on peut la repérer assez facilement, cette planète. Hein. Voilà, c'est la seule qui sera visible en ce moment. Les autres planètes, en ce moment, sont trop proches du Soleil pour qu'on puisse les observer. Voilà, il faut que ce soit le bon moment pour les voir. Voilà. Alors, je vois une question en même temps, pourquoi le ciel est courbe, pourquoi le sol est courbe ici? En fait, c'est parce que on triche un petit peu, c'est un logiciel, et vous voyez là, avec ce logiciel, je peux vous montrer tout le ciel d'un seul coup, donc forcément, c'est comme si on était au milieu et qu'on regardait partout autour, quoi. Hein, et si on se met, face à l'horizon comme ça, il y a la moitié de l'écran qui nous sert à rien, donc on essaye de trouver la bonne position pour que ça soit le plus intéressant possible à regarder. Voilà. Et du coup, ça fait un horizon qui est courbe comme ça. Hein, mais dans la réalité, évidemment, l'horizon n'est pas courbé de cette façon-là. Voilà. Alors petit à petit, vous voyez, il fait de plus en plus noir, on voit de plus en plus d'étoiles. Mars est maintenant bien visible. Et puisqu'on est de ce côté-là, du côté sud, eh bien, on peut regarder quelques autres petites choses dans le ciel. Et vous voyez que vous avez, par exemple, un groupe d'étoiles ici. Vous avez là aussi une étoile bien lumineuse avec un groupe. Vous allez réussir à faire des choses comme ça qui vont vous sembler se dessiner d'elle-même. Hein, on va pouvoir faire des dessins dans le ciel comme ça. Vous voyez ici, on peut voir une espèce de grand sablier comme ça. Et tout ça, ça va former des dessins qu'on appelle des constellations. Et ces constellations, on va essayer d'apprendre un petit peu à les connaître. Voilà. Alors, ces constellations, effectivement, pour apprendre à les reconnaître, on peut essayer de relier les traits entre eux et de faire des dessins. Par exemple, on va prendre une étoile ici et dessiner ici le dessin qui est associé finalement à cette étoile-là et à toutes les autres qu'il y a ici. Voilà. Donc cette constellation, par exemple, on l'appelle la constellation d'Orion parce qu'elle représente un personnage, Orion. Hop là. Donc ça, c'est autre chose, je voulais pas le montrer. Voilà. Donc ce personnage, Orion, ici, il va être représenté dans le ciel. Alors, dans la réalité, il y a rien, il n'y a pas de personnage, bien sûr, mais il y a non plus rien qui relie les points entre eux. C'est-à-dire que ces étoiles, elles n'ont en soi rien à voir les unes avec les autres, et c'est l'imagination des hommes qui a fait que on a fait ces dessins-là. Mais dans la réalité, il y a rien qui relie ces étoiles entre elles, bien sûr, et certaines peuvent être très éloignées et d'autres très proches. Hein, celle-ci est peut-être beaucoup plus proche que celle-là, ou que celle-là, ou que celle-là. On n'en sait rien comme ça dans l'état actuel. Hein, il faut regarder dans des catalogues, etc., pour savoir quelle est la distance de ces étoiles-là. Hein, la science nous l'a appris, mais j'ai pas tout ça en tête exactement. Mais certaines étoiles sont loin, d'autres sont plus proches, et finalement, c'est ce qui fait aussi leur différence de luminosité. Donc cette constellation d'Orion, là, c'est une constellation qu'on va voir pendant tout l'hiver. Hein, on a commencé à la voir déjà il y a un petit moment et on la voit très bien en ce moment, effectivement. Et vous voyez, elle est à gauche ici de la planète Mars en ce moment. Alors attention, en ce moment, puisque Mars, elle va se déplacer de jour en jour, elle va changer de place. On la verra pas tous les jours au même endroit. Hein, si on regarde par exemple demain, vous voyez, hop là. Alors on est, hop là, non, j'ai changé d'un mois ici, pardon. On n'est pas dans le bon truc. Regardez, demain, après-demain, le jour d'après, vous voyez que Mars, et voilà la Lune, tiens, Mars va se déplacer par rapport aux étoiles. Alors les étoiles également se déplacent, mais voilà, Mars va se déplacer par rapport aux étoiles. C'est d'ailleurs ça qui en fait une planète. C'est-à-dire que quand on regarde dans le ciel, un astre qui se déplace de soir en soir, ça n'est pas une étoile, c'est une planète. Hein, c'est comme ça qu'on va repérer une planète dans le ciel. Alors juste pour mémoire quand même, les planètes n'ont rien à voir avec les étoiles. Les planètes, ce sont des astres qui tournent autour d'une étoile. Je vous rappelle que notre étoile, c'est le Soleil, et que donc les planètes tournent autour de leur étoile, autour du Soleil. Toutes les étoiles que vous voyez ici dans le ciel, ce sont des soleils qui ont chacun de ces soleils, chacune de ces étoiles ont vraisemblablement des planètes qui tournent autour, mais elles sont tellement loin
qu'on est incapable de voir les planètes qui tournent autour de ces étoiles-là, et puis que surtout, eh bien, ces étoiles ne brillent pas autant que notre étoile, puisque on est très très loin. Mais c'est quand même exactement la même chose que notre étoile. Voilà, donc on a vu quelques constellations, enfin une constellation pour l'instant. À votre avis, combien y en a-t-il de constellations? Tiens, on va vous lancer un petit sondage pour savoir combien y a-t-il de constellations. Alors d'un point de vue officiel, attention, puisque des constellations, on peut faire les dessins qu'on veut, évidemment, chacun est libre, mais on s'est mis d'accord, c'est-à-dire que les scientifiques, eux, ce qui les intéresse, c'est pas ces dessins-là. Ce dessin-là, hop là, je me suis trompé, tac, voilà. Donc les dessins que les scientifiques vont utiliser, enfin ou plus exactement les constellations que les scientifiques vont utiliser, c'est plutôt des choses comme ça. Vous voyez, on a seulement des traits, des limites dans le ciel finalement, et c'est ça qui va intéresser les scientifiques pour pouvoir dire tiens, j'ai découvert quelque chose à côté de cette étoile-là. Eh bien, on va pouvoir nommer finalement l'endroit où on a découvert quelque chose en utilisant donc les noms des constellations. Tout ça, ça représente la constellation de la Licorne, ou plus exactement, sont les limites de la constellation de la Licorne. Voilà. Donc, les constellations, elles ont plusieurs fonctions en quelque sorte. D'une part, elles ont fait rêver les gens depuis des générations, évidemment. Mais tout ça, bon, c'est purement artistique, on va dire, ou des légendes, des choses comme ça. Et puis, elles servent pour les scientifiques pour savoir exactement à quel endroit on veut observer ou on veut décrire les choses. Voilà. Je m'arrête une petite seconde, Daniel. Peut-être y a-t-il des questions, des choses? J'ai pas regardé en détail. Alors, pour l'instant, il y a quelques questions, donc j'arrive à répondre directement. Alors, des questions plus générales. Oui, alors évidemment, ce qui revient, c'est comment on fait pour reconnaître une constellation. On va y venir. On va regarder ça, quoi. Rien d'autre de particulier? Non, rien de spécial. Ouais, ok. Bon, n'hésite pas, même les questions, à m'arrêter pour n'importe quelle question. Ce sera avec plaisir. Alors, on va effacer ça pour l'instant. On va répondre peut-être à la question. On vous a demandé combien il y avait de constellations. C'est pas mal. Vous avez une bonne connaissance des choses. En fait, effectivement, il y en a 88 des constellations. 88 constellations. Donc, c'est pas mal. Profitons-en pour poser une autre question. Et après, je dois admettre qu'il n'y en aura plus d'autres parce que on aura fait le tour des quelques questions que je voulais vous poser. En fait, combien savez-vous reconnaître de constellations? Voilà. Combien est-ce que vous êtes capable de reconnaître de constellations? Et ça va me permettre, moi, de savoir un petit peu vers quoi on va aller. Si vous me dites tous que vous connaissez plus de 5 constellations, je vous montrerai pas forcément la même chose que si vous me dites non, j'en connais qu'une ou deux. Donc voilà, cette réponse, elle est importante pour moi pour savoir ce qu'on va regarder par la suite. Voilà, j'en profite pour faire un petit peu de ménage dans mes constellations. Voilà, et je vois que principalement vous avez vous avez une connaissance succincte des constellations. Il y a même des gens qui connaissent 0 constellation. Très bien, ça va être une vraie découverte. Voilà, quelques-uns en connaissent 1 ou 2, et puis il y a quelques experts qui en connaissent 5 ou plus. Voilà, je suis même sûr que il y a au moins 1 ou 2 personnes qui doivent en connaître plus que ça, n'est-ce pas, Fanny, par exemple. Voilà. Donc, on va redescendre un petit peu sur Terre. Vous voyez, on était face au sud. Vous voyez, avec la constellation d'Orion ici, on va y revenir tout à l'heure. On va s'en aller du côté nord, et vous allez comprendre pourquoi. On va aller du côté du nord, de l'horizon nord, parce que c'est le bon côté pour commencer à apprendre le ciel. Et ça, pour une raison bien simple, c'est que vous allez retrouver 7 étoiles ici que vous connaissez bien. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je suis sûr que ces étoiles, vous les avez déjà remarquées dans le ciel et vous les connaissez sous un nom que je vous laisse découvrir peut-être avec le dessin, comme ça va vous parler sans doute. Vous aurez reconnu effectivement
la grande ours. Alors qu'on ressemble, on représente souvent juste ces 7 étoiles. À vrai dire, il faut rajouter d'autres étoiles autour pour former toute la constellation. Voilà. Donc cette constellation de la grande ours, effectivement, elle ressemble pas beaucoup à un ours, elle ressemble plutôt à une casserole. C'est vrai que c'est plutôt une casserole. Quoique si on rajoute effectivement toutes ces étoiles, on peut commencer à imaginer le dessin d'un ours. Enfin bon, à condition d'avoir beaucoup d'imagination ou bien de consommer des trucs interdits, tout ça. Enfin bon, c'est compliqué. Mais en tout cas, effectivement, eh bien, on peut faire le dessin de cette façon-là. Hop, pas que je me trompe, voilà. Et donc là, effectivement, on peut comprendre pourquoi on a dessiné un ours ici. Bon, c'était il y a longtemps, voilà, on avait de l'imagination, on savait peut-être pas trop ce qu'on regardait. Donc voilà, Daniel a l'air de, il est sceptique toujours sur les dessins des constellations. C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup d'imagination et que voilà, c'est des dessins qui sont historiques, c'est des choses d'il y a très très longtemps. C'est resté. On a continué à appeler ça la grande ours, mais c'est vrai que souvent chez nous on l'appelle la casserole parce qu'effectivement ça ressemble bien à une casserole ici. Voilà, cette partie-là ressemble bien à une casserole. Voilà. Alors, une fois qu'on a ces étoiles, déjà ces étoiles, il faut toujours les chercher du côté du nord. Elles ne seront pas toujours exactement à cet endroit-là. Elles peuvent être de l'autre côté ici, elles peuvent être à ras du sol ici, elles peuvent être très au-dessus ici, mais en fait, c'est toujours face au nord qu'on va chercher cette constellation. Et une fois qu'on aura trouvé cette constellation, quel que soit l'endroit où elle est, c'est-à-dire que si je regarde le ciel dans 6 mois, on va changer de mois en mois, là, regardez, hop là, elle se déplace. Alors évidemment, on n'est plus au même moment de la journée, mais peu importe, vous voyez ici où elle est. Ici, elle est plus basse, là, elle est plus basse, et vous voyez qu'elle tourne sur elle-même en quelque sorte. Donc au mois de novembre, par exemple, elle est à ras de l'horizon, comme ça. On va revenir à en ce moment, hop, au mois de février, voilà. Et donc, cette constellation de la Grande Ourse, on va se servir des 2 étoiles du bout, ici, de la casserole. Vous voyez, ces 2 étoiles en haut à droite de l'écran, là, les 2 étoiles du bout de la casserole. Et en prolongeant 5 fois cette distance-là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois, on arrive auprès d'une étoile qui nous semble toute seule dans son coin. Ici, elle est assez isolée par rapport aux étoiles bien lumineuses. Vous voyez, elle est assez lumineuse, bon, sans être extraordinaire, elle n'est pas très très lumineuse, mais dans ce coin-là, on peut pas vraiment se tromper. Vous voyez, 5 fois cette distance-là, ça nous emmène auprès de cette étoile. Et cette étoile, eh bien, c'est celle qu'on appelle l'étoile polaire. Alors l'étoile polaire, en fait, l'étoile polaire, la voici, elle porte plein de noms aussi. Vous voyez les noms là-haut, selon la civilisation ou le peuple qui lui a donné un nom, eh bien, on lui a donné des noms différents. Voilà. En tout cas, cette étoile, eh bien, c'est l'étoile polaire, et sa particularité à l'étoile polaire, c'est qu'elle indique toujours la même direction, c'est-à-dire qu'elle indique toujours la direction du nord. Et d'ailleurs, si c'est effectivement toujours la direction du nord, eh bien, on s'en rend compte en augmentant la vitesse du temps. Regardez, tout le ciel semble tourner autour de l'étoile polaire. Voilà. Et donc, même dans la journée, elle est là, effectivement, l'étoile polaire, on la voit plus, mais elle est toujours là. Et effectivement, vous voyez, tout le ciel semble tourner autour de l'étoile polaire, tout simplement parce qu'elle se trouve dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Vous savez que la Terre, elle tourne sur un axe qui passe par le pôle sud et le pôle nord. Et si on le prolonge dans le ciel, cet axe, eh bien, il va passer juste à côté de l'étoile polaire. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule, eh bien, on va voir le ciel qui va sembler tourner autour de l'étoile polaire. C'est pas le ciel qui tourne, c'est bien la Terre qui est en train de tourner, et donc on voit ça. Alors évidemment, ici on regarde du côté nord, donc on ne voit pas le soleil traverser le ciel. Le soleil, il se trouve de l'autre côté du ciel. Il s'est levé vers l'est, là, il est en train de passer au-dessus du sud, donc là c'est midi, vous voyez, et puis il va aller se coucher à l'ouest là-bas, au sud-ouest en ce moment d'ailleurs. Voilà. Et puis regardez, si on regarde à nouveau au niveau du nord, l'étoile polaire, elle est toujours là et elle n'a pas bougé. Daniel, oui, dis-moi. Alors, tu peux nous préciser, j'ai des questions là-dessus, sur la différence entre l'étoile polaire et l'étoile du Berger. Ah, c'est une très bonne question, très intéressante. Effectivement, souvent les gens connaissent 2 étoiles, l'étoile polaire et l'étoile du Berger. Eh bien, pas de chance, l'étoile du Berger, c'est pas une étoile, c'est une planète.
c'est la planète Vénus. Alors, je suis désolé, du coup, vous perdez 50% de vos connaissances, là, tout d'un coup. Vous pensiez connaître 2 étoiles, ben non, finalement, il y en a une, c'est pas une étoile. Hein, donc, bon, effectivement, l'étoile du Berger, c'est comme ça qu'on appelle Vénus, parce que c'est l'astre qui brille le plus dans le ciel après le Soleil et la Lune. Et du coup, ça a servi de point de repère pour les bergers, pour savoir à quel moment emmener leur troupeau ou le rentrer, etc. C'était pratique parce que c'était vraiment un point de repère facile à trouver. Et c'est une étoile qu'on trouve juste avant le lever du soleil ou juste après le coucher du soleil. J'ai dit une étoile, vous l'avez compris, c'est une planète, hein, comme je l'ai dit, mais on dit étoile facilement. Dès qu'on voit un point lumineux dans le ciel, on appelle ça une étoile. Ah oui, c'est quoi l'étoile qui est là-bas? Eh bien, c'est pas une étoile, c'est une planète. Ah d'accord, okay. Mais on l'a quand même appelée étoile comme ça. Voilà, donc ça n'est pas une étoile d'un point de vue scientifique, d'un point de vue physique, ça n'est pas une étoile. Elle ne fabrique pas sa lumière elle-même, elle ne fait que renvoyer la lumière du soleil. C'est donc bien une planète, mais on l'appelle l'étoile du Berger parce que c'est d'un point de vue poétique et pratique, ça a été longtemps considéré donc comme ça, comme une étoile. Voilà. Alors donc l'étoile polaire, elle, c'est bien une étoile. L'étoile du Berger est une planète. Voilà. L'étoile du Berger, donc on la voit, comme je disais, c'est la première qu'on voit le soir ou la dernière qu'on voit le matin, hein, juste avant le lever du soleil, pardon. Hein, donc la dernière étoile qu'on voit le matin ou la première étoile qu'on voit le soir, à condition qu'elle soit visible. Hein, ça ne veut pas dire que dès que vous voyez une étoile, paf, c'est l'étoile du Berger. Hein, il ne faut pas voir les choses comme ça. Voilà. Et l'étoile polaire, elle, eh bien, sa particularité, c'est pas d'être très lumineuse comme l'étoile du Berger, hein, mais c'est bien d'être toujours au même endroit, toujours en direction du nord. Hein, vous voyez, le nord est toujours juste en dessous de l'étoile polaire ici, et donc ça va être facile de la repérer. Alors, si vous voulez avoir une idée de la hauteur à laquelle la chercher, eh bien, il faut que vous repériez aussi par rapport au reste du ciel et regardez le petit Z qu'il y a là-haut, là, correspond au zénith. Le zénith, c'est pas la salle de spectacle qu'il y a au nord de Nantes pour ceux qui sont nantais, hein, mais c'est plutôt l'endroit le plus haut au-dessus de votre tête. C'est-à-dire que il faut vous imaginer, si vous regardez exactement au-dessus de votre tête, vous regardez le zénith. Voilà, c'est ça le zénith. Eh bien, vous voyez, l'étoile polaire se trouve à mi-chemin entre le zénith et l'horizon nord. Voilà. Donc pour les plus grands, pour les matheux, eh bien il faut compter 45 degrés. Donc c'est 45 degrés au-dessus de l'horizon. Pour moi, le nord est ici, par exemple. Eh bien l'étoile polaire, je peux vous dire qu'elle est ici. Voilà, elle est au bout de mon doigt. Là, il y a l'étoile polaire. Elle y est tout le temps parce que, effectivement, elle ne change pas de place. Elle est toujours au même endroit. Voilà. Donc on a repéré tout à l'heure la grande ours. Hein, je vous rappelle, elle est juste ici, voilà, la grande ours, on va la dessiner. Et puis l'étoile polaire, elle fait partie de la petite ours, vous voyez. Et la petite ours qui ressemble aussi à une casserole d'ailleurs, sauf si on la dessine comme ça, évidemment, avec une très longue queue. Bon, voilà, encore une fois, il faut avoir de l'imagination. Mais vous voilà déjà avec 2 constellations, hein, déjà, vous connaissez donc le nom de ces 2 constellations. Comment on affiche les noms déjà? Je ne me souviens plus. Si c'est V pour vernaculaire, voilà. Donc la grande ours et la petite ours, ici on connaît 2 constellations, donc on va essayer d'en repérer d'autres. Et pour en repérer une autre, ça va être assez simple. Vous voyez, vous partez de la queue de la casserole ici, vous passez par l'étoile polaire et vous arrivez ici vers un W dans le ciel, vous voyez, qu'on appelle le W de Cassiopée. On va se rapprocher un petit peu. Voilà le W de Cassiopée. Alors effectivement, hein, ça ressemble bien à un W, beaucoup plus qu'à la reine d'Éthiopie sur son trône, comme on est censé la repérer ici. Bon, c'est pas forcément évident hein, d'arriver à faire ce dessin juste avec 5 étoiles. Hein. Voilà. Donc on a maintenant 3 constellations et ces 3 constellations sont très intéressantes à retenir parce qu'elles sont toutes autour donc forcément de l'étoile polaire, ce qui veut dire que je dois pouvoir vous montrer ça. Non, je l'ai pas ici. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça veut dire que toutes ces étoiles-là vont rester toujours au-dessus de l'horizon puisque elles sont autour de l'étoile polaire. Vous voyez toutes les étoiles qui a entre ici et là. Et en faisant un grand cercle comme ceci, eh bien toutes ces étoiles-là seront visibles
tout au long de l'année. C'est ce qu'on appelle les étoiles circumpolaires, c'est-à-dire autour de l'étoile polaire. Alors, il y a d'autres constellations qui sont concernées, hein. Vous avez par exemple ici la constellation de Céphée, juste en dessous là le Dragon, hein. Vous avez au-dessus quelques petites étoiles qui vont être, alors ici c'est le Cocher, c'est pas forcément évident, mais hop la Persée qui se trouve aussi assez facile à retrouver dans le ciel. Et ici, vous voyez, vous avez des étoiles qui sont encore très isolées, pas forcément toujours facile de retrouver une constellation comme la Girafe, par exemple. Vous voyez, il y a très peu d'étoiles et elles ne brillent pas beaucoup. Oui, Daniel? Non? Non, j'allais juste dire que la Girafe est absolument introuvable. Voilà. Ah, il y a des constellations comme ça qui sont compliquées à repérer. On en verra une ou deux tout à l'heure qui me font rire, moi, des constellations comme ça. En tout cas, on peut retenir que on a surtout ici la Grande Ourse, la Petite Ourse et Cassiopée. Voilà les trois constellations principales qu'on va essayer de retenir peut-être. Si on doit retenir que trois constellations, celle-ci, c'est intéressant de commencer par celle-là parce que on les verra toute l'année, ces constellations. Vous avez compris que ces étoiles-là seront visibles tout le temps. Évidemment, si on vient dans 6 mois, Cassiopée sera de l'autre côté et la Grande Ourse sera rendue ici. Hein, elles se seront inversées comme ça, mais effectivement, toutes les étoiles vont sembler tourner autour de l'étoile polaire là, ce qui explique que on verra tout le temps ces constellations. Voilà, donc on a déjà 3 constellations. Intéressant, j'espère que vous allez les retenir. Voilà. Alors, on peut aller voir un petit peu de l'autre côté. Je vois que Daniel, pendant ce temps-là, vous envoie des petits sondages. C'est facile. J'ai pas voulu la mettre celle-ci parce que c'est quand même facile. Voilà. Mais on va retourner vers le sud parce que vers le sud, vous avez compris comme on voyait le ciel qui tournait autour de l'étoile polaire. Du côté du sud, c'est là que le cercle va être le plus grand en quelque sorte. C'est là que les étoiles vont se lever ici, vont monter là-haut et vont aller se coucher là. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir un point de vue d'observation intéressant. Et alors, si vous vous souvenez bien, ici, je vous ai donné le nom de cette constellation-là, la constellation d'Orion, qui a 2 étoiles bien lumineuses. Ici, on a Bételgeuse, et puis de l'autre côté, là, on a Rigel. Voilà, Rigel et Bételgeuse sont les 2 étoiles les plus lumineuses de cette constellation d'Orion. Alors, si vous regardez bien, d'ailleurs, Rigel est plutôt bleu, ici, et Bételgeuse est plutôt rouge. Vous voyez, c'est l'inverse finalement de leurs initiales. Alors, vous allez me dire, ouais, faut se lever de bonne heure quand même, et effectivement, c'est pas si évident que ça de voir des couleurs d'étoiles. Ça, on peut pas dire que ça soit vraiment rouge ici, mais dans le ciel, on la trouve quand même plus rouge que ici, Rigel. Vous voyez, si je zoome sur Rigel, eh bien, elle nous apparaît quand même beaucoup plus blanche en l'occurrence, voire bleue. Hein, ça dépend aussi du réglage de votre écran, évidemment. Voilà. Tac. Alors, vous voyez qu'autour de ça, eh bien, on a des choses intéressantes, ou à l'intérieur, en tout cas, ici, à cet endroit-là, par exemple, vous avez une chose qu'on appelle la nébuleuse d'Orion. Bah oui, Orion, parce qu'on est dans la constellation, hein, et nébuleuse, parce que, effectivement, c'est une nébuleuse, c'est-à-dire un endroit où sont en train de naître des gaz, de naître des étoiles qui vont se former grâce au gaz et aux poussières accumulées à cet endroit-là. Voilà. Donc là, ça, c'est une étoile en train de naître, des étoiles en train de naître. Hein, c'est un cocon de gaz qui permet de voir des naissances d'étoiles en quelque sorte. Voilà. Et puis de temps en temps, on a des choses assez amusantes à voir aussi. Regardez ici, là, une tête de cheval. Hein, vous voyez cette tête de cheval là. Eh bien, elle s'appelle justement la nébuleuse tête de cheval. Et vous voyez que c'est une tache plutôt noire. En fait, il faut voir ça comme un nuage de poussière en quelque sorte, et donc ça masque la lumière rose qu'il y a derrière et qui correspond à du gaz ionisé pour les gens qui comprennent ce que ça veut dire. Pour les autres, vous inquiétez pas, c'est pas très important. Hein, mais vous voyez que des nébuleuses, eh bien, il y en a un petit peu partout. On en a quelques-unes. Voilà. Alors, oubliez le côté carré. Là, c'est juste parce que l'image a été faite en carré, mais dans la réalité, évidemment, il n'y a pas ces limites-là. Hein. Voilà. Et donc, on a plein de choses à voir comme ça, ce qu'on appelle les objets de Messier. Il y en a beaucoup dans le ciel. On appelle ça les objets du ciel profond, si on veut, hein, c'est-à-dire
le ciel lointain en quelque sorte, et les objets de Messier parce qu'il y a un certain Charles Messier qui, il y a quelque chose comme 200 ans, a essayé de les répertorier comme ça. Il en a répertorié une centaine à peu près, et donc depuis, on les appelle comme ça, on les appelle M1, M2, M3, etc., avec l'initiale de Charles Messier. Alors j'entends qu'il y a plein de questions qui se posent. Hop là, peut-être qu'on peut répondre à deux, trois questions. Alors effectivement, on appelle ça des pouponnières d'étoiles, ces nébuleuses, et c'est des endroits où les étoiles vont se former. Alors comment est-ce qu'elles vont se former? C'est un peu compliqué à expliquer en quelques mots, mais je vois que Daniel a répondu un petit peu à ça. Voilà, c'est pas facile, mais par gravité en fait, hein, c'est-à-dire que les poussières et les gaz vont s'agglutiner ensemble pour former de nouvelles étoiles. Il y a d'autres questions peut-être, Daniel, auxquelles je peux répondre? Je n'ai pas regardé en détail. Alors, il y avait des questions un petit peu compliquées, donc je préfère répondre directement plutôt que de les poser pour certains détails, hein, comment se fabriquent les étoiles, évidemment, on va pas faire ça, c'est pas le sujet. Voilà, mais ce qui concerne l'observation directement, eh bien non, ça va pour l'instant, on arrive à suivre. Il y a des commentaires aussi, c'est très bien, hein, laissez vos commentaires et vos questions, on essaie de répondre à tout. Parfait. Voilà. Alors, ces étoiles, vous voyez que ici, on a dit qu'il y en avait deux ici qui avaient des couleurs différentes, en quelque sorte. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, vous allez me dire, mais malgré tout, cette couleur-là, elle n'est pas anodine puisque c'est ça qui va déterminer la couleur. Qui va déterminer la température des étoiles, c'est-à-dire que en fonction de la couleur de quelque chose, on peut savoir si c'est plutôt chaud ou plutôt froid. Si vous regardez un morceau de métal, par exemple, et qu'il est rouge, a priori, s'il émet de la lumière rouge, c'est qu'il est très chaud. Voilà. Eh bien, si vous le chauffiez encore plus, il deviendrait plutôt jaune. Et si vous le chauffiez encore plus, il deviendrait plutôt blanc. Vous savez, on parle de chauffer un métal à blanc, chauffer du fer à blanc. Eh bien, du coup, plus vous chauffez, plus on s'en va vers des couleurs comme par exemple le bleu qu'on va retrouver dans des températures très très élevées. Voilà. Donc ces étoiles, eh bien, elles ont des couleurs différentes en fonction de leur température. Et pas loin d'ici, on a une couleur aussi intéressante, rouge, hein, qui ressemble d'ailleurs à Mars. Vous vous souvenez, ça c'était Mars tout à l'heure, on l'a montré. Eh bien ici, là, pas très loin de Mars, et ça va vous permettre de retrouver assez facilement cette étoile dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Et puis si vous continuez, vous retrouvez ici l'étoile Bételgeuse dont on a parlé tout à l'heure, hein, de la constellation d'Orion. Cette étoile-là, là, ici, eh bien, elle fait partie de la constellation du Taureau. Hein, vous reconnaissez bien le Taureau, évidemment. Hein, oui, non. Je sais, oui, il faut avoir de l'imagination là aussi. Alors ici, vous avez les cornes du Taureau. Hein, et puis vous avez l'œil du Taureau ici. Et d'ailleurs, l'étoile s'appelle Aldébaran, ce qui veut dire l'œil du Taureau, hein, en arabe, en l'occurrence. Voilà. Alors on peut faire le dessin si vous voulez. Et on voit que Orion est en train de se battre contre le Taureau. Oui, Orion, il a prétendu être capable de tuer tous les animaux de la création. Hein, c'est l'histoire qu'on lui accorde. Et du coup, ici, il est en train de se battre contre un taureau. Voilà. Et taureau, ça doit vous parler, ça doit vous rappeler quelque chose. Vous connaissez d'autres constellations qui vont vous parler, comme celle-ci, par exemple, les Gémeaux, ou bien de l'autre côté, le Bélier, là. Et vous allez trouver comme ça d'autres constellations que vous connaissez bien, puisque ces constellations, eh bien, on les appelle constellations du zodiaque. Regardez, celle-ci, vous la connaissez aussi, le Lion, vous voyez. Et donc, ces constellations du zodiaque, on les retrouve ici dans un endroit bien particulier du ciel. Si vous regardez bien, eh bien, pas la baleine, non, pardon. Hop, là, je suis pas allé du bon côté. Voilà, ces constellations, ici, vous les connaissez, sont ce qu'on appelle les constellations du zodiaque. Et il y a une raison pour laquelle on les connaît mieux que les autres, c'est que ces constellations, eh bien, elles se trouvent le long d'une ligne ici, une ligne qu'on appelle l'écliptique. L'écliptique, ça correspond à la course apparente du Soleil dans le ciel au cours de l'année. C'est-à-dire que si on regarde au fur et à mesure que les jours, les mois et les années se passent, eh bien, regardez, on va voir que la Lune, le Soleil et les planètes vont se déplacer le long de cette ligne écliptique. Voilà. Et donc, on va voir. Alors, la ligne bouge plus ou moins, vous voyez, parce que c'est vu de notre point de vue
sur la Terre, mais alors, on va attendre jusqu'à ce qu'on voit le soleil. Bon, bah, il est ici. Le soleil est là. Vous voyez, et le soleil est en train de se déplacer, voilà, de constellation en constellation. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu en arrière et comme ça, voilà. Vous voyez que le soleil, en fait, on l'a vu se déplacer. Voilà, vous le voyez se déplacer de constellation en constellation. Donc, quand le soleil se trouve ici, on dit que le soleil est dans le lion. Il n'est pas du tout dans le lion, mais il est devant le lion, en quelque sorte, devant la constellation du lion. Alors, il faut vous imaginer que le soleil se trouve à quelques à 150 millions de kilomètres de la Terre, donc on va dire à quelques dizaines de millions de kilomètres de la Terre, alors que les étoiles sont à des milliers de milliards de kilomètres, et même des dizaines de milliers de milliards de kilomètres. Donc c'est pas du tout les mêmes distances. Si vous vous déplaciez à la vitesse de la lumière, à 300 000 km par seconde, alors qu'il faudrait 1 seconde pour atteindre la Lune, il vous faudrait 8 minutes et demie pour atteindre le Soleil, et environ 4 ans et demi pour atteindre l'étoile la plus proche. Donc vous voyez, c'est pas du tout les mêmes distances. Et donc ce Soleil qui est ici, eh bien il est beaucoup plus proche finalement que les étoiles qui sont derrière. Du coup, il nous éblouit, ça nous empêche de voir les autres étoiles, mais ces étoiles sont bien sûr toujours là. Voilà. Alors évidemment, il y a d'autres constellations. Après, si on parle des constellations du zodiaque, effectivement, il y en a plein d'autres. Vous les connaissez. Il y en a une douzaine que vous connaissez. On peut en rajouter même une 13e avec la constellation d'Ophiuchus, en fait, qui est traversée par cette ligne, l'écliptique. Alors attention, on parle bien des constellations du zodiaque ici, rien à voir avec les signes du zodiaque, puisque je vous rappelle que on a dessiné des limites comme ça pour les constellations, et vous voyez qu'ici, par exemple, le Soleil reste dans la constellation du Cancer pendant un petit moment, et il va rester beaucoup plus longtemps dans le Lion. Alors que si vous regardez un horoscope ou si vous vous intéressez à l'astrologie un jour ou l'autre, eh bien vous verrez qu'on a découpé le temps en 12 parties identiques. On voit bien que ça n'a rien à voir, qu'on est sur des histoires de symbolique qui n'ont pas vraiment de sens en soi, pas de science physique, en tout cas pas aucune réalité scientifique, purement de bonnes choses pour faire vendre les journaux, quoi, mais c'est à peu près tout. et voilà, quoi. Donc, on a fait un bon petit tour du ciel déjà, on a vu pas mal de choses, mine de rien. Je vous propose qu'on revienne un petit peu avec le zénith au milieu, qu'on remette tout le ciel comme ça, hop là, d'un seul coup. On va effacer peut-être cette ligne de l'écliptique, hop, voilà. Et puis on va faire un petit peu d'ordre dans tout ça, enlever les constellations, hop, voilà, les dessins. On va faire se coucher le soleil. Hop là, pardon. Alors, attendez, je vais revenir à la date d'aujourd'hui. Donc, on est le 2e mois et on est le combien aujourd'hui? Le 9? 10? Le 10? Ok, le 10. Tac. Voilà, il est 10h. On revient ce soir, 19h par exemple. Allez, 20h pour avoir un ciel bien noir. Je vous rappelle que donc on a repéré pour l'instant ici la grande ours. Hop là, hop, il me manque des choses. Alors, on va y arriver. Voilà. Donc la grande ours ici, on va mettre son nom. Toc, toc, toc. On a la petite ours là. On a Cassiopée avec son W ici. On a repéré de l'autre côté du ciel ici la constellation d'Orion. On a repéré la constellation donc du Taureau. Et puis les Gémeaux se trouvent juste ici, à cet endroit-là. De l'autre côté,
c'est pas facile quand c'est grand comme ça, mais de l'autre côté, on va trouver le bélier de ce côté-là. Alors, pas facile, hein, vous voyez, le bélier, c'est pas évident. Mais il y a aussi d'autres étoiles qui brillent beaucoup et qui ne font pas forcément partie des constellations du zodiaque. Alors, on peut s'intéresser à celle-ci, par exemple. Cette étoile-là, elle est facile à retrouver aussi, puisque vous voyez, vous pouvez la retrouver en fait en prolongeant, par exemple, les deux étoiles du bout de la casserole ici. Hop, vous avancez et vous allez tomber sur cette étoile-là. Et cette étoile, c'est l'étoile Capella de la constellation du Cocher. Voilà. Donc, vous voyez, elle est presque au-dessus de votre tête en ce moment. Hein. Elle est presque au-dessus de votre tête. Voilà. Et cette étoile, eh bien, elle est bien lumineuse, très lumineuse. Donc, on la repère assez facilement. De l'autre côté, hop, là, on va y arriver. Alors, évidemment, forcément de tourner. Sous la constellation d'Orion ici, là, vous voyez, juste en dessous de la constellation d'Orion. Je vous rappelle que vous avez ici donc Mars, vous avez le Taureau qui se trouve juste à côté avec l'étoile Arcturus, vous avez ensuite l'étoile Bételgeuse d'Orion, et vous voyez, si vous partez de Mars, attention, c'est valable en ce moment, hein, et dans les semaines qui viennent, après ça va changer, puisque je vous rappelle que Mars n'est pas toujours au même endroit, hein, qu'elle change de place. Eh bien, vous pouvez faire un arc de cercle comme ça avec cette étoile-là, celle-ci, et descendre ici jusque vers cette étoile bien lumineuse. C'est l'étoile la plus lumineuse du ciel. Et cette étoile, elle s'appelle Sirius, qui est très très lumineuse et qui fait partie de la constellation du Chien. Voilà, du grand chien. Alors, je vous laisse le temps de voir un chien, hein, avec ces quelques étoiles. Et à vrai dire, on arrive à s'y retrouver un petit peu, sauf Daniel. Vas-y, dis-moi Daniel, tu voulais parler. Le top du top, c'est quand même le petit chien. Oui, justement, je voulais y venir après. Tu me fais la transition. Alors, ici, en fait, c'est ma constellation préférée, moi, le petit chien. Mais vous allez comprendre pourquoi après. Alors ici, vous voyez, vous avez l'arrière du chien, là. Et puis là, vous avez son cou, son médaillon, si vous voulez, en quelque sorte. Et puis la tête du chien, elle est plutôt par ici. Voilà, avec une patte avant. Alors, on va le dessiner, le chien. Voilà. Bon, il est un peu rachitique, hein, comme ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut arriver, effectivement, assez facilement à imaginer un chien. Oui, il est un peu bizarre, hein, notre chien. Mais bon. Voilà, ça c'est la constellation du grand chien. Alors, comme le dit Daniel, il y a aussi la constellation du petit chien dont fait partie l'étoile Procyon qui se trouve ici. Et donc, on va regarder la constellation du petit chien. Attention, je vous laisse aussi le temps de repérer un chien avec les quelques étoiles qu'il y a autour de celle-ci. Attention, tout le monde est prêt. Et voilà la constellation du petit chien. Formidable. Hein. Ça, c'est un chien. Hein. Voilà. Alors lui est très aplati, hein, vous voyez. C'est peut-être la constellation du chien qui est passé sous le chariot, ou un truc comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, effectivement, il faut avoir beaucoup d'imagination. Allez, je vous fais le dessin quand même comme ça. Alors vous comprenez que du coup, on n'a pas fait des dessins en fonction de ce que ça montrait, mais en fonction de ce que ça évoquait. Hein, sans doute qu'il y a très longtemps, eh bien, il y avait une légende qui parlait de ça, et du coup, c'était sans doute carrément Procyon, l'étoile en elle-même, qui était qui représentait le chien. De la même façon, tout à l'heure que je vous ai présenté, je vous ai montré Capella, hein, l'étoile Capella, vous vous souvenez, l'étoile Capella qui est ici. Eh bien, en fait, Capella, c'est le nom de la chèvre que porte le cocher. Voilà, le cocher, c'est voilà, je sais que le cocher chez nous, c'est celui qui dirige les chevaux, mais il y a très longtemps, en fait, ce qu'on considérait comme le cocher, je n'ai pas l'explication exacte, mais c'est celui qui gardait les chèvres, quoi, le gardien de chèvres. Et donc, on a donné à cette étoile le nom de sa chèvre. Donc, de sa chèvre. Ça y est, ça me revient plus. Je l'ai dit il y a 2 minutes. Incroyable. Capella? Capella, merci Daniel. Bah oui, de temps en temps comme ça, un blanc. Voilà. Alors, hop là, on a regardé des constellations. Maintenant, vous commencez à les connaître un petit peu. Hein. Donc, on va les effacer toutes. Voilà. Et puis, on va regarder un petit peu d'autres choses. Vous voyez ici, là, tout à l'heure, je vous rappelle, ici, c'est Mars et là, Arcturus. Mars et Aldébaran, Aldébaran, l'œil du taureau, hein, pour mémoire, hop, le taureau qui est ici, vous voyez, avec le dessin
du Taureau, voilà, et vous avez ce petit amas d'étoiles qui est visible ici, et ce petit amas d'étoiles, eh bien, on l'appelle les Pléiades. Voilà. Alors les Pléiades, c'est un amas qui est très très joli, avec une paire de jumelles, c'est splendide. Alors évidemment, vous n'aurez pas ces couleurs-là, hein. Vous ne pouvez pas espérer voir ces couleurs, mais par contre, en le regardant dans le ciel, eh bien, avec une paire de jumelles, vous pouvez le voir un petit peu comme ça. Vous voyez, vous avez un groupe d'étoiles très très resserré comme ça, et c'est très très joli. Ce sont des étoiles qui sont nées en même temps, au même endroit, dans la même nébuleuse, et elles sont encore regroupées. C'est des étoiles jeunes, hein, qui sont encore regroupées entre elles. Et puis il y a d'autres choses comme ça. Je vous ai montré tout à l'heure une nébuleuse, ici la nébuleuse d'Orion. Je viens de vous montrer ici un amas d'étoiles, et il y a d'autres choses qu'on peut observer. Et par exemple, si vous regardez du côté de l'ouest en ce moment le soir, attention, à condition d'avoir un ciel bien noir et d'avoir une bonne paire de jumelles peut-être, ou alors ou une bonne vue aussi, hein, vous pouvez essayer de repérer cette petite tache floue que vous voyez là. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, vous devez la distinguer sur votre écran. On va grossir un petit peu, et cette petite tache floue, vous voyez, c'est finalement une forme un peu allongée qu'on trouve assez facilement juste en dessous ici de la constellation de Cassiopée. Hein, vous vous en souvenez tout à l'heure, pour retrouver Cassiopée, il faut retrouver l'étoile polaire, et pour trouver l'étoile polaire, il faut retrouver la grande ourse. La grande ourse ici, l'étoile polaire là, Cassiopée juste ici, et sous Cassiopée, c'est-à-dire sous le deuxième V du W en quelque sorte. Alors, quand je dis en dessous ici, ça fait plutôt au-dessus, mais en tout cas dans la direction du bas du deuxième V du W en quelque sorte, eh bien vous allez trouver cette tache floue ici, qui est en fait quelque chose de très très lointain, puisque quand vous regardez ça, eh bien vous regardez à quelques millions d'années-lumière. Ici, on est à 2 millions d'années-lumière. C'est colossal. Ça veut dire que si on se déplaçait à la vitesse de la lumière, à 300 000 km par seconde, alors qu'il faudrait environ 1 seconde pour atteindre la Lune, eh bien, il nous faudrait 2,5 millions d'années pour atteindre cette galaxie, puisqu'il s'agit donc d'une galaxie autre que la nôtre. Et toutes les autres étoiles que vous voyez dans le ciel font partie de notre galaxie. Il faut vous imaginer être dans un arbre, par exemple. Tous les petits points que vous voyez, ce sont les feuilles de notre arbre. Et puis au loin, vous voyez un autre arbre entre les feuilles de notre propre arbre. Voilà. Donc dans cette galaxie, eh bien, il y a quelques centaines de milliards d'étoiles. 200, 300, 400 milliards d'étoiles, hein, des quantités énormes d'étoiles dans cette galaxie d'Andromède. Pourquoi on l'appelle la galaxie d'Andromède? Eh bien, tout simplement parce qu'elle se trouve dans la constellation d'Andromède. Et donc, cette constellation d'Andromède, la voici ici. Elle parle d'une légende. Alors, pour en apprendre plus sur toutes ces légendes, ces noms, etc., il faudra vous connecter samedi ou dimanche, où on va faire quelque chose plutôt sur les noms des constellations. Et puis tous ces dessins qu'on peut faire dans le ciel, on va retrouver une partie un petit peu de ce qu'on a fait aujourd'hui, mais aussi un petit peu de mythologie, un petit peu d'explication de tous ces noms, hein, qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Voilà. Alors, on essaye de revenir un petit peu sur nos acquis. Donc, on a la grande ourse, la petite ourse avec l'étoile polaire ici, qui indique toujours la direction du nord, je vous le rappelle. Vous avez donc Cassiopée ensuite, ici le W de Cassiopée. On vient de voir Andromède ici, surtout pour la galaxie d'Andromède qui se trouve là. On a vu Orion, qui est facile à identifier en ce moment dans le ciel d'hiver. Vous avez ici donc le Taureau, voilà, avec Mars qui se trouve à côté en ce moment. Voilà, ici la constellation du Grand Chien avec l'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus lumineuse du ciel. Ici, ces deux étoiles, Castor et Pollux, font partie des Gémeaux. Voilà, ce sont les deux jumeaux qui s'appellent Castor pour l'un et Pollux pour l'autre. Et puis ici, l'étoile Procyon qui fait partie du Petit Chien. Voilà, mais c'est surtout l'étoile qui est importante, hein, vous l'aurez compris, le dessin du petit chien, c'est pas facile. Et enfin ici, l'étoile Capella
de la constellation du Cocher. Eh bien déjà avec ça, vous avez de quoi passer quelques nuits à apprendre toutes ces choses-là, essayer de vous y retrouver. Voilà, et puis il sera temps plus tard d'essayer de trouver d'autres constellations. Peut-être vous continuerez de ce côté-là du ciel, là, à essayer de repérer la baleine ou bien Éridan, pas facile, ces étoiles-là qui sont pas très lumineuses. On va essayer surtout de chercher les étoiles les plus lumineuses. Ici, le Lion, par exemple, qui sera visible de plus en plus pendant ce printemps-là qui va arriver. Hein, et vous voyez, au fur et à mesure, on rajoute quelques petites constellations. Et puis, l'idée est d'apprendre tout ce ciel au fur et à mesure que l'on découvre finalement l'astronomie. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut faire depuis chez soi facilement et surtout en hiver, puisqu'en fait, vous l'avez constaté, l'hiver, les nuits sont plus courtes, elles sont plus longues, pardon, les journées sont plus courtes et donc la nuit arrive plus tôt. On peut dès 18h, 18h30, 19h s'installer dehors pour observer le ciel. Maintenant, ça devient plus compliqué, il faut attendre déjà 20h, 21h pour commencer à vraiment observer les étoiles. Et puis, plus vous allez attendre vers l'été, plus il va faire beau, mais plus il faudra attendre tard pour aller observer les étoiles. Donc, n'hésitez pas à observer le ciel depuis chez vous, même en hiver. Et puis, c'est comme ça que vous apprendrez à découvrir toutes ces constellations. Alors, pendant que je discutais, peut-être, Daniel, des questions encore sont arrivées. Alors, quand tu parlais d'Andromède, eh bien, on a eu des questions du genre, y a-t-il de la vie dans pas la constellation, dans la galaxie d'Andromède? Faut peut-être préciser en termes de volume. On va essayer de se faire une petite idée de tout ça. Alors, si vous voulez bien, du coup, je vous propose une petite vidéo peut-être. Alors, donnez-moi une petite seconde. Alors, il faut que je trouve le bon endroit. Déjà, notre système solaire, pour bien se rendre compte... ah oui, je vous ai pas parlé de la Voie lactée, d'ailleurs. Il faut quand même que je vous parle de ça. Alors, c'est pas facile à voir sur ce logiciel, en tout cas dans les conditions dans lesquelles on est ici, là. Vous voyez cette bande laiteuse qui traverse le ciel, peut-être, là. C'est pas facile à le voir. On va peut-être agrandir. Voilà. Merci, Daniel. Donc ici, là, cette bande laiteuse qui traverse le ciel, c'est ce qu'on appelle la Voie lactée. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que ça rappelle une traînée de lait finalement qui semble traverser le ciel comme ça. Et cette Voie lactée, en fait, eh bien, c'est notre galaxie mais vue de l'intérieur. Je vous ai montré une galaxie tout à l'heure, tout de suite. Hop, ici, la galaxie d'Andromède. On va zoomer dessus. Voilà. Eh bien, ça, c'est l'équivalent de notre Voie lactée finalement, sauf qu'on la voit de l'intérieur. On habite nous quelque part dans quelque chose qui ressemble à ça, et autour de nous, eh bien, on voit les étoiles qui la composent. Vous voyez, et quand on s'éloigne, eh bien, on se rend compte ici que toutes les étoiles que l'on voit là font partie de notre Voie lactée. Ça, c'est notre Voie lactée, c'est notre galaxie, et on la voit de l'intérieur. Voilà. Et donc, toutes les étoiles que l'on voit dans le ciel font partie de notre galaxie. Des étoiles dans notre galaxie, il y en a quelques centaines de milliards, comme dans la galaxie d'Andromède. Voilà. Et donc, effectivement, c'est beaucoup d'étoiles. Alors, est-ce qu'il y a de la vie autour de ces étoiles? Pour ça, il faudrait qu'il y ait des planètes déjà. Donc, des planètes, il y en a... il y en a un petit peu partout, donc on pense qu'effectivement il y en a autour de la majorité des étoiles. Enfin, on sait qu'il y en a autour de la majorité des étoiles. On pense qu'il y en a au moins autour de 90% des étoiles, hein, mais peut-être même plus. Hein, en attendant, eh bien, une étoile avec son cortège de planètes autour, voilà ce que ça donne. Alors là, on la voit par la tranche, vous voyez, on la voit sur le côté, mais si on se met en face, eh bien, on a l'étoile au milieu, les planètes qui tournent autour, et c'est comme ça que fonctionne un système solaire. Un système solaire, c'est-à-dire une étoile avec ces planètes qui tournent autour. Voilà. Donc ça, c'est un système solaire, mais les étoiles qui sont loin derrière sont en fait des étoiles très très lointaines, on l'a dit tout à l'heure, et je suis en train de chercher
hop là, voilà, je voudrais vous montrer une autre vidéo. On va partir de ce système solaire pour s'en aller très très loin, pour se rendre compte finalement pour se rendre compte de la distance qui nous sépare finalement de notre galaxie, enfin, ou de l'extérieur de notre galaxie. Voilà donc la Terre, et puis on va s'éloigner progressivement, on va s'éloigner de plus en plus. On va commencer par voir la Lune qui va voilà, tourner autour de la Terre. Tout ça est proportionnel, hein. La Lune, elle est à 384 000 km de la Terre, c'est-à-dire qu'il faut 3 jours de voyage pour y aller. Voilà la planète Mars, vous voyez, déjà c'est 8 mois de voyage pour y aller, 58 millions de kilomètres. Hein. Je fais une petite pause ici, vous voyez l'orbite bleue, là c'est la Terre, et l'orbite rouge c'est Mars. Et ça déjà, c'est 8 mois de voyage pour aller d'ici à, pardon, pour aller, oui, je vous le montre avec ma souris, mais vous voyez pas ma souris, pardon. Donc l'orbite bleue qu'on voit au centre là, c'est la position de la Terre. Je vais revenir un petit peu en arrière, ce sera plus simple. Voilà, donc ici en bleu, vous avez la position de la Terre et en rouge la position de Mars. Hein, et donc ça représente voilà la Terre au milieu ici, Mars sur le côté. Et donc c'est une distance qu'on peut parcourir en 8 mois de voyage. Regardez cette distance-là. 8 mois pour faire ça. Après, c'est 5 ans pour Jupiter, 10 ans pour aller jusque vers Neptune, ici le dernier cercle. Et puis ensuite, eh bien, on continue pendant très 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 longtemps avant de trouver quelque chose. Il y a une quarantaine d'années maintenant, un peu plus, eh bien, on a envoyé cette sonde ici qui s'appelle Voyager 1. Et en 40 ans, elle a parcouru environ 20 milliards de kilomètres. Voilà. Donc, elle voyage à une vitesse faramineuse, et pourtant, elle est rendue juste à cet endroit-là. Cette sphère qu'on a dessinée, là, c'est l'endroit le plus loin où on est envoyé quelque chose. Voilà, elle est partie en 1977 et aujourd'hui, elle est rendue quelque part sur cette sphère. Et puis, ben, dans 1000 ans, à peu près, eh bien, elle sera rendue ici, à 500 milliards de kilomètres de chez nous. Voilà. Qu'est-ce qu'elle aura croisé? Rien. Dans 1000 ans, elle aura rien croisé. Parce que pour croiser quelque chose, il faudrait qu'elle atteigne l'étoile la plus proche de chez nous, au moins. Et cette étoile la plus proche de chez nous, hein, mis à part le Soleil, bien sûr, eh bien, cette étoile, elle se trouve à environ 45 000 milliards de kilomètres. Alors, on parle plus en kilomètres, on parle en années-lumière. Ça fait 4,5 années-lumière. Là, voilà, cette étoile la plus proche de chez nous. Et pour l'atteindre, donc, il faudra un voyage de 100 000 ans à peu près, à la vitesse d'une fusée. Voilà. Donc, on continue, on s'éloigne encore. On a donc des étoiles un petit peu partout ici. Vous voyez, il y en a un peu partout. Voilà la sphère qui correspond à la position de l'étoile la plus proche de chez nous. Hein. Et donc, dans cette sphère, il y a juste notre système solaire au milieu et un autre système solaire juste à la surface de cette sphère, en quelque sorte. On s'éloigne encore. Évidemment, c'est des sphères imaginaires, hein, elles ne sont pas dessinées dans le ciel. Ne les cherchez pas. Voilà. Et donc, toutes les étoiles que je vous ai montrées, hop, là, je m'arrête là. Toutes les étoiles que je vous ai montrées pendant cette séance, elles sont toutes à l'intérieur de cette sphère jaune qu'on voit ici. En fait, hein, depuis la Terre, à l'œil nu, eh bien, on ne voit que ce qu'il y a à l'intérieur de cette sphère. Voilà, la Terre, elle est au milieu de ça et on ne voit que ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Quelques milliers d'étoiles qui sont visibles depuis chez nous. Et en fait, ces étoiles font toute partie de ce grand ensemble qui est notre galaxie, la Voie lactée. Voilà. Donc ça, c'est notre galaxie qu'on voit depuis l'intérieur et qui nous permet de voir plein d'étoiles. Mais si vous voulez aller voir d'autres galaxies, eh bien, il faut voyager pendant, on a dit, des millions d'années à la vitesse de la lumière. Si vous alliez à la vitesse de la lumière, eh bien, il vous faudrait plusieurs millions d'années pour atteindre les galaxies les plus proches, et notamment la galaxie d'Andromède dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Daniel, d'autres questions repérées ou pas? Il va être temps qu'on... Oui. Alors, je m'étais permis un petit sondage de plus. Quand est-ce qu'on peut voir Orion? Les gens ont bien suivi parce qu'ils ont bien super. Saisi que c'était plutôt en hiver qu'en été. Formidable. Oui, puisque la Terre faisant un tour sur elle-même, en fait, le ciel semble tourner en 24 heures, mais la moitié du temps, il fait jour. Donc, en fait, comme on fait le tour du Soleil en un an,
le ciel semble tourner en une année. Donc, vous pouvez attendre plusieurs mois avant de retrouver d'autres constellations. Donc, forcément, on peut dire qu'à Orion en hiver, par exemple, et puis en été, vous verrez le triangle d'été, les belles Ouais, étoiles. le triangle d'été qu'on peut voir entre le mois de juin et le mois de décembre. C'est ça. Oui, c'est un grand été. Hein. Orion, tu peux le voir depuis le mois de septembre jusqu'au mois d'avril. Voilà, c'est à peu près ça aussi. Ouais. Donc voilà, on peut considérer que les constellations, selon le moment de la nuit où on l'observe, on peut observer beaucoup de constellations pendant 6 mois. Quoi, hein. Ça dépend de l'endroit où elles sont dans le ciel aussi. Plus elles seront proches de l'étoile polaire, hein, vous vous souvenez, les étoiles circumpolaires, donc plus on sera autour de cette étoile polaire, et plus je partage plus mon écran, donc ça risque plus de marcher, mais plus on sera proche de l'étoile polaire, et plus, hop là, on va le faire quand même, partager l'écran, voilà. Et donc, plus on se rapproche de l'étoile polaire ici, et plus on sera susceptible d'apparaître longtemps dans le ciel. Hein, vous voyez, l'étoile, par exemple, ici, Capella, eh bien, elle va être visible pendant une bonne partie de l'année, puisqu'elle se trouve pas très très loin de l'étoile polaire. Du coup, elle va tourner comme ça en même temps que le ciel, hop là, et donc elle va passer juste au-dessous de l'horizon pendant une petite période de l'année, mais c'est tout. Voilà. Alors on est minuscule, oui, dans tout ça, oui, Niels, tu as raison, on est tout minuscule, effectivement. Et pour répondre à la question de savoir quel est le nom de l'étoile la plus proche de nous, en fait, elle s'appelle, alors on l'appelle Proxima du Centaure, parce qu'elle fait partie de la constellation du Centaure, donc c'est Proxima parce qu'elle est proche, et du Centaure parce que c'est l'étoile la plus lumineuse de la constellation du Centaure, la plus proche, pardon, de la constellation du Centaure. Il y en a une autre qui s'appelle Alpha du Centaure aussi, qui est toute proche, et qui du coup est la plus lumineuse de la constellation du Centaure. Voilà. Et puis la réponse pour Yves dans l'hémisphère sud, quel est le meilleur endroit pour observer le ciel? Eh bien, c'est comme dans l'hémisphère nord, c'est un endroit le plus dégagé possible, avec le moins de luminosité possible, le moins d'éclairage et de choses comme ça. Alors, on a plus de chances dans l'hémisphère sud de trouver effectivement des endroits comme ça. Donc pas Melbourne, pas Canberra, pas Sydney, hein, pas des villes comme ça. Donc pas le Cap, pas des endroits comme ça. Mais si vous avez la chance d'aller au Kenya, par exemple, c'est magnifique. C'est un endroit splendide. Alors on n'est pas dans l'hémisphère sud, on est à l'équateur, mais au contraire c'est encore mieux parce qu'on peut voir du coup les deux côtés du ciel. Mais ça c'est un peu compliqué à expliquer en 2 mots comme ça, et ce sera pour une autre fois. Voilà. L'étoile la plus loin, ça on peut pas le dire. Hein. Autant on peut dire ce qui est le plus proche, mais ce qui est le plus loin, on peut pas en parler puisqu'on ne le voit pas. Donc c'est pas possible d'en parler. On peut dire que l'étoile la plus éloignée qu'on arrive à voir à l'œil nu depuis la Terre, donc depuis chez nous en tout cas, c'est vraisemblablement l'étoile d'Éneb, qui est une étoile qui brille beaucoup, mais qui est très très loin, mais qui est tellement grosse qu'elle brille quand même beaucoup. Elle est à peu près à 1500 ou 2000 années-lumière de chez nous. Donc 2000 fois 10 000 milliards de kilomètres. C'est énorme. Voilà. Il faudrait être en été pour pouvoir la voir convenablement. Voilà. Eh bien, je pense que nous avons à peu près fait le tour de ce que nous voulions dire. Daniel, peut-être tu veux conclure? Avec le micro, c'est mieux par contre. Ce sera mieux, effectivement. Je finis par oublier tout. J'ai oublié de fermer la clé, c'est pour ça qu'on peut rentrer dans le bâtiment. Bien, merci de nous avoir écoutés pendant cette bonne heure sur les constellations. On en refera d'autres, rappelez-vous. On en fait toutes les semaines, tout le week-end. Esteban et Vincent seront sur le pont pour nous parler de plein de sujets différents. Il y aura 6 webinaires rien que dans le prochain week-end. Donc, ça fait pas mal. Tous les mercredis. Puis, pendant les vacances scolaires qui vont bientôt arriver. Oui. Sur 3 sujets. Sur 6 3 webinaires, sujets. mais sur 3 sujets. Ce sera la même chose le samedi et le dimanche, en fait. Avec des animateurs qui, on changera de rôle un petit peu. Voilà, c'est les chaises musicales, on tourne un peu. Et puis, pendant les vacances scolaires qui vont bientôt arriver, ce sera tous les jours, on vous proposera ces webinaires.
Donc toujours sur les mêmes thèmes qui vont revenir, mais bon, vous pouvez pas tout suivre de toute façon. Puis même, vous pouvez resuivre plusieurs fois les mêmes. Ça vous permet de, à chaque fois, retenir quelque chose de différent. On peut pas tout savoir de toute façon. Même nous, hein, on continue d'apprendre. D'ailleurs, vous voyez, pour vous donner une petite idée, eh bien, il y a de la lecture à faire. Tout ça est arrivé un peu en retard. Donc voilà, on se met au bout du jour, nous aussi. Donc il y a des revues sur l'astronomie, vous pouvez trouver ça dans le commerce, bien sûr. Il y en a qui sont très connus, hein, comme Ciel et Espace. Je fais un petit peu de pub pour la science qui est assez globale, un peu plus large, on parle un petit peu plus. Alors la seule revue en astronautique, c'est-à-dire ce qui concerne les astronautes, les fusées, eh bien c'est ça en France que nous avons. Il n'y en a qu'une, voilà. Ben, voilà. Donc on ne peut pas la rater, essayez de la trouver. Il y a des tas de choses intéressantes. Pour les prochains vols vers la Lune, peut-être qu'on va retourner sur la Lune un jour, on espère avant 10 ans, 20 ans. Pour Mars aussi, mais bon, là, ça sera peut-être un peu plus long. En tout cas, vous avez tous les lanceurs comme SpaceX, les fusées réutilisables, tout ça est suivi dans cette revue qui est très intéressante. Alors, vous voyez qu'on n'est pas les seuls, hein, les Chinois aussi se lancent dans la course à l'espace. Vous savez qu'en ce moment, il y a 3 sondes, là, cette semaine, qui arrivent dans les 15 jours qui vont arriver sur Mars. Hein. Donc, suivez ça de près. Il y a une sonde arabe, il y a une sonde israélienne, peut-être bien, je sais plus. Il y a la sonde américaine qui concerne plusieurs pays. Pour ceux qui sont amateurs de photos, hein, c'est plutôt AstroSurf. Mais vous trouvez ça sur le net aussi. Et voilà. Et puis, pour les plus jeunes, hein, je vous conseille ça, par exemple. Il y a aussi Science et Vie Junior. Voilà. Plein de revues. Il faut, si on est plus ou moins confiné, ou du moins si on peut pas partir en vacances, vous avez de la lecture à faire, en plus de suivre ça sur Internet. Voilà, je pense que on a fait le tour. Merci de votre participation, de votre présence. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous si ça vous a plu. Encore une fois, ce week-end, on reprend un petit peu le ciel étoilé, mais plutôt sur l'aspect pourquoi et comment on a fait ces dessins dans le ciel. On va essayer d'aller un peu plus loin là-dedans. Alors, il y aura aussi une présentation rapide comme ce que j'ai fait aujourd'hui, mais on parlera un petit peu plus de passé. Voilà. Et puis, on parlera également d'astronautique, je crois, d'astronautes, et puis des planètes. C'est les 2 autres thèmes, me semble-t-il, qui seront développés ce week-end. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Vous pouvez revoir aussi ça en vous réinscrivant. Enfin, vous pourrez revoir le différé, en quelque sorte, le replay, voilà, de cette séance d'ici quelques minutes. Après, s'il y a des moments que vous avez loupé et que vous voulez reprendre. Voilà. Merci encore. À bientôt et observez le ciel. C'est ça, observez le ciel. Quand il fait beau. Ah, il fait beau.